Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous mensuel, notre webinaire du mois qui est aujourd'hui consacré à l'attractivité des métiers de la construction durable. Alors avant de vous proposer un petit propos introductif et de passer la parole à nos deux intervenantes du jour, un petit rappel sur les règles de fonctionnement. Je vous invite à bien conserver votre micro fermé pour le confort de tous et puis idéalement utiliser le chat pour poser vos questions tout au long des interventions et on s'en fera le relais auprès de Aurélie et Audrey au cours de cette petite heure qu'on va passer ensemble. Ce webinaire est enregistré, il sera mis en ligne d'ici demain sur notre site web comme d'habitude et vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, cela étant dit, aujourd'hui, on a choisi de parler de l'attractivité des métiers du bâtiment durable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une démarche qui s'inscrit, cette réflexion autour de l'attractivité, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de dimension régionale qui est le campus des métiers et qualifications bâtiment durable, qui vise à développer une ingénierie pédagogique autour de 4 thématiques qui sont les écomatériaux, la rénovation, le BIM et les technologies émergentes. Ce projet de CMQ, il réunit tous les acteurs de la formation initiale et continue en Bretagne, enfin en tout cas il les mobilise. Il y a tout un travail qui est engagé pour développer de nouveaux modules de formation autour de ces questions-là. Mais en parallèle de ça, il y a un groupe qu'on a le plaisir de piloter chez Batilab qui mène une réflexion plus spécifique sur l'attractivité des métiers en lien avec les 4 thèmes que je viens de citer. Et donc, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est de vous livrer quelques premiers éléments de réflexion qui sont issus de cette réflexion. Alors, cette réflexion, on l'a menée avec en s'appuyant sur un comité de pilotage qui est constitué d'un certain nombre de partenaires, dont la région Bretagne, Rennes Métropole, Brest Métropole, les organisations professionnelles que sont la FF de Bretagne et la CAPEB Bretagne, et des acteurs du rectorat et de l'éducation nationale. Donc, aujourd'hui, enfin, pour bien cadrer notre travail sur le développement de l'attractivité des métiers, on a décidé de confier une mission au cabinet Q et Aurélie Ferrat pourra se présenter tout à l'heure et nous faire une première petite restitution. L'idée, c'était pour nous d'identifier, d'avoir un état des lieux, c'est-à-dire d'identifier les formations existantes sur le territoire régional au regard des 4 thématiques que je vous ai citées tout à l'heure et de comprendre quels pouvaient être les besoins de formation identifiés auprès des acteurs de la filière à travers notamment une série d'entretiens. Alors, pour autant, l'attractivité n'est pas une spécificité de la filière bâtiment et il nous paraissait intéressant en propos introductif de donner la parole à Aurélie Gaulin de la région Bretagne qui est chargée de mission en formation pour partager avec vous quelques éléments sur cette problématique qui est finalement commune à beaucoup de filières et nous partager des focus sur les leviers d'action qui peuvent être imaginés. Voilà pour le programme de la matinée. N'hésitez pas à réagir à travers le chat et on se fera le relais de vos questions tout au long des 2 interventions. Aurélie Gaulin, Aurélie, je te passe la parole et je te laisse partager ton écran une fois que j'aurai libéré le mien. Voilà. Ok, j'y vais de mon côté. Hop, je pense que c'est bon du coup pour vous. C'est parfait. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, m'a été confiée la mission d'introduire un peu de manière globale ce sujet de l'attractivité des métiers. Ouais, j'arrive pas à passer les slides. Je vais arrêter. Je vais essayer via le fichier. Oh là là. Je suis désolée. Pas de souci.
je vais essayer via le fichier PDF, ça va peut-être être plus fluide, parce que là, je vois que ça bloque un peu. Je fais un nouvel essai, je suis désolée. Alors, hop. Alors, hop. Voilà. Donc, effectivement, ce sujet de l'attractivité, c'est une problématique fréquemment et de manière assez générale exprimée par tous les secteurs professionnels. Vous entendrez, je pense, dans votre quotidien ce genre de problématique remonter, qu'on soit sur des secteurs industriels, de production, qu'on soit sur des secteurs tertiaires, le numérique, ou des secteurs plus en lien avec l'aide à la personne, où aujourd'hui on entend aussi dans les médias le manque d'enseignants sur les mathématiques ou l'allemand par exemple. Donc on voit bien que en tout cas c'est une problématique qui est relativement prégnante pour tous les secteurs professionnels, quel que soit le type de métier qu'on y trouve derrière. C'est un phénomène aussi d'autant plus prégnant en Bretagne aujourd'hui, puisqu'on est dans un territoire où on a un taux de chômage relativement faible. Donc effectivement, on accroît aussi ces difficultés de recrutement et ça exacerbe un peu cette question d'attractivité des métiers. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que tous les secteurs professionnels, même s'ils expriment cette problématique commune, ont les mêmes est-ce que ça se joue au même niveau, ces problématiques d'attractivité? Ce qui me permet d'introduire sur, pour quelles raisons un secteur, un métier n'est pas attractif. Finalement, il y a une multitude de raisons qui peuvent expliquer cela. Et en fonction des secteurs et des métiers, on cochera pas forcément toutes les cases. Donc pour les lister, alors c'est sans doute pas un tour de piste exhaustif, mais ça donne déjà à voir sur là où se joue l'attractivité. On peut déjà avoir des métiers assez méconnus finalement, où pour le grand public, c'est des choses qui pour lesquelles ils se projettent assez peu. Aussi certaines images de secteurs qui peuvent aussi être véhiculées avec des représentations qui peuvent être erronées sur certains métiers. On a aussi comment aussi l'outil de formation est attractif pour aller vers ces métiers. Donc, est-ce que les lieux de formation donnent envie? Est-ce que les modalités de formation sont adaptées? Donc ça aussi, c'est des facteurs qui rendent attractif ensuite une formation et ensuite l'insertion dans l'emploi derrière. Les conditions de travail, là aussi, ça peut être aussi vécu de manière variable d'individu à un individu, mais est-ce que travailler dehors, pour certains, ça va être vu de manière positive, d'autres, ça peut être un facteur peu attractif pour exercer ce métier. Il y a des conditions de travail aussi, travailler dans le froid, travailler dans le bruit, avec des horaires décalés, nécessitant de travailler le week-end. Enfin, tous ces critères-là aussi qui vont rentrer en jeu dans l'attractivité d'un métier. Les conditions d'emploi, on va plutôt être là sur quel type d'emploi. Est-ce que c'est des emplois plutôt durables ou est-ce qu'on recourt dans certains secteurs à beaucoup de contrats courts ou des contrats saisonniers qui permettent peut-être pas à certains de se projeter sur des carrières longues, donc peut-être pas peu attractif pour certaines personnes. La question des salaires, bien évidemment, qui est un facteur aussi important pour les individus. Les conditions d'accueil dans l'entreprise, effectivement, on peut former énormément de jeunes sur certaines formations et derrière, si le travail de bonne intégration dans l'entreprise, d'accompagnement aussi dans la connaissance de l'entreprise, sa stratégie, la perspective un peu de projection d'évolution de carrière, tout ça, ça compte aussi pour qu'un salarié aussi se projette dans sa carrière. Des offres d'emploi peu visibles, ça va être aussi déterminant si c'est un secteur qui a pour habitude
d'être plutôt sur des modalités de bouche à oreille, où finalement on a l'impression qu'il n'y a aucune offre d'emploi disponible dans ce secteur, ben ça donnera peut-être pas envie aux personnes de se former sur ce genre de métier si derrière il n'y a pas de perspective d'emploi. Et puis aussi les méthodes de recrutement qui peuvent jouer aussi sur ça, c'est-à-dire voilà, des entreprises qui auraient aussi des innovations en termes de méthodes de recrutement qui ne se limiteraient pas uniquement aux diplômes, aux qualifications, mais qui ouvriraient un peu leur vision des choses au travers d'acquisition de compétences initiales, enfin de par leur expérience et comment ces compétences dans un autre métier peuvent aussi se transférer dans un autre. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères qui font que l'attractivité, enfin qui vont plus ou moins impacter l'attractivité d'un métier ou d'un secteur. Et donc on voit bien qu'en fonction de ces éléments-là, tous les secteurs ne vont pas forcément cocher toutes les cases et être peu attractifs sur tous ces items-là. Ça va vraiment être variable de secteur en secteur. Et donc voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, dans un premier temps, c'est effectivement que même s'ils peuvent tous partager ce constat commun, voilà, on a un problème d'attractivité. C'est important vraiment d'identifier la problématique particulière ou les problématiques d'attractivité particulière propres à ce secteur ou à ce métier pour vraiment agir efficacement. Et je vais peut-être illustrer au travers de deux petits exemples. D'une part sur l'hôtellerie-restauration, où voilà, il y a quelques années, les représentants de ce secteur-là faisaient remonter une espèce de paradoxe pour eux, c'est-à-dire que clairement nos métiers ont l'air attractifs puisque des jeunes se forment sur nos métiers, nos formations sont remplies, donc on arrive à attirer des jeunes pour se former sur ces métiers, mais derrière on n'arrive toujours pas à répondre aux besoins en emploi. Et donc là on voyait bien que le sujet se posait moins en termes d'information, d'orientation, d'outils formation peu adaptés, mais se posait bien à l'issue de la formation en termes d'insertion professionnelle et des questions d'accueil dans l'entreprise, d'organisation aussi des entreprises. Et ça, voilà, ça permettait de questionner vraiment, en tout cas, plutôt le côté employeur sur la manière de comment je permets une insertion durable des jeunes qui sont formés sur mes métiers dans nos entreprises et comment je fidélise aussi ces salariés formés. Pour la pêche, on va aussi retrouver ces enjeux forts sur l'accueil et la fidélisation. Mais les professionnels de ce secteur remontent aussi que d'emblée, l'image du métier n'est pas forcément très bonne et qu'on véhicule, alors peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas traditionnellement, ce qu'ils nous remontent, c'est que sur le littoral breton était dit, voilà, si tu es mauvais à l'école, tu iras à l'école de pêche. Donc là, tout de suite, on connotait le métier sur le fait que fallait nécessairement être un peu en échec pour occuper ces métiers de marin, matelot. Donc de fait, voilà, on était là clairement sur dès le processus d'orientation d'information sur quelque chose qui rendait peu attractif le métier. Donc voilà, pour illustrer un petit peu là où peuvent se jouer les différents niveaux, et les curseurs sont pas forcément les mêmes en fonction des secteurs. Côté région, qu'est-ce qui peut être facteur, en tout cas des leviers d'action que la région, au travers de ses compétences, peut activer pour répondre à ces problématiques. D'une part sur le volet de formation, donc au sein des lycées, on a effectivement une responsabilité en termes d'investissement et d'équipement des lycées. Donc là, pour illustrer, on a aussi un enjeu autour de comment on rend attractif nos formations, à la fois pour les garçons et à la fois pour les filles. C'est-à-dire que on pouvait avoir certaines problématiques, par exemple d'accueil de jeunes filles dans nos internats, dans certains lycées, ou enfin voilà, ou des lycées qui proposaient des formations plutôt masculines, enfin en tout cas où il y avait beaucoup d'effectifs masculins. On n'avait pas forcément d'internat qui permettait également d'accueillir des jeunes filles. Donc du coup,
on permet à tous de pouvoir se former sur tous les métiers, tous les secteurs, et comment aussi on a une action un peu volontariste sur ce sujet-là. On a aussi une responsabilité en lien avec le rectorat sur l'adaptation des formations professionnelles dans les lycées. Donc c'est chaque année quelles nouvelles formations professionnelles initiales peuvent être proposées dans les lycées professionnels en Bretagne. Donc là aussi, on a un rôle à jouer pour faire en sorte que cette offre de formation professionnelle soit la plus adaptée possible, à la fois pour les besoins de l'économie, des entreprises, mais aussi pour les aspirations des jeunes qui souhaitent se former sur les différents métiers. Autre compétence forte de la région sur la formation des demandeurs d'emploi. Donc là aussi, un programme de formation important à destination des demandeurs d'emploi au travers de Qualif Emploi, où là, on va pouvoir aussi travailler à comment on valorise cette offre de formation auprès des demandeurs d'emploi en lien avec Pôle emploi, et comment on travaille à l'adaptation de cette réponse formation pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, comment on intègre aussi l'évolution des métiers, l'évolution du secteur dans les contenus de formation qui seront proposés, et aussi comment on adapte ces formations aux nouveaux usages, et comment, par exemple, on développe aussi des modalités de formation à distance, qui permettent aussi d'avoir des outils formation aussi attractifs possibles, soit-il. En amont de la qualification, il y a aussi des possibilités de mettre en place des formations qui permettent de découvrir les métiers. Donc là aussi, ça peut être des premiers sas, en tout cas, pour ouvrir et préparer les personnes à leur projet d'orientation professionnelle. Et puis aussi récemment, des soutiens aux organismes de formation pour justement développer cet aspect digitalisation de la formation, développer la pédagogie à distance et faire en sorte que les organismes de formation proposent des réponses formation les plus attractives possibles pour les différents publics. Autre levier aussi sur l'aspect orientation, information sur les métiers. On l'a vu dans les critères d'attractivité, hein, on voit bien aujourd'hui qu'il y a encore certaines représentations, certaines peut-être idées un peu vieillottes de certains métiers. Donc c'est aussi comment, au travers du service public régional de l'orientation, on donne à voir aussi une lecture la plus objective possible sur les métiers et les différents secteurs professionnels. Donc aujourd'hui, ça s'incarne aussi au travers de cette plateforme ideo.bretagne.bzh, plateforme qui est en constante évolution, et qui, par exemple, développe aussi des publications à destination des jeunes pour avoir toute l'offre de formation disponible sur le territoire, pour pouvoir faire ses choix en connaissance de cause et sur l'offre de formation en région. Dernier levier aussi, c'est tout ce qui va pouvoir concourir à accompagner les entreprises à recruter autrement. Donc là aussi, au travers du pacte d'investissement dans les compétences, il y a eu des appels à projets aussi, des soutiens à des projets, par exemple pour intégrer cette gestion inclusive des ressources humaines, pour conforter aussi les liens entre les entreprises et les acteurs de l'emploi et de la formation. Comment on rapproche les entreprises des organismes de formation, des prescripteurs comme Pôle emploi, les missions locales, comment on travaille à ces liens pour fluidifier en tout cas le parcours de formation et d'insertion professionnelle derrière. Et puis aussi des expérimentations pour développer un peu cette approche compétences. Comment, au travers d'un parcours, un individu valorise les compétences qu'il a acquises tout au long de son expérience, et comment aussi une entreprise peut recruter au travers de cette entrée compétences, en évoluant aussi sur ces process de recrutement, au-delà du diplôme et du CV, comment on travaille avec chacun sur la valorisation de ses compétences. Donc voilà un petit peu un panel qui n'est pas nécessairement exhaustif, mais qui donne à voir un petit peu sur les leviers que la région peut avoir sur ce sujet-là. Mais pour
conclure, ce qui me paraît important peut-être de retenir collectivement, c'est de se dire que clairement ces problématiques d'attractivité, c'est pas l'action isolée d'un acteur qui va la résoudre, c'est pas la région toute seule qui va révolutionner et lever tous ces défauts d'attractivité. C'est à notre sens en tout cas vraiment une mobilisation concertée de tous les acteurs qui va permettre vraiment de répondre à ces problématiques-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment voilà, d'animer aussi, voilà, notamment au travers de contrats d'objectifs qui ont été mis en place pour un certain nombre de secteurs professionnels, où l'idée c'est de dire, voilà, on va se réunir État, région, branches professionnelles, OPCO, Pôle emploi autour de la table pour partager les problématiques emploi-formation d'un secteur et voir comment chacun à notre niveau, on peut agir sur nos leviers respectifs pour répondre à ces problématiques d'attractivité, puisqu'on voit bien que en fonction des sujets, voilà, nous, on va pouvoir avoir un certain levier, mais les entreprises aussi vont aussi avoir un rôle à jouer dans ce sujet-là. Et donc voilà, c'est aussi dans ce même état d'esprit que la région soutient des projets tels que portés par le campus des métiers et des qualifications bâtiments durables Bretagne. Et donc voilà, l'intérêt pour nous région en tout cas de participer à ces groupes de travail là et d'avoir ce travail qui va être présenté ensuite par Q sur l'offre de formation en région et comment on se sert de ce matériau là aussi pour nous adapter nos réponses formation. Voilà, ce sera sur nos leviers demandeurs d'emploi, formation dans les lycées professionnels, des réponses qu'on pourra adapter, qui seront aussi utiles côté employeur pour adapter leurs réponses et faire monter en compétence leurs salariés aussi pour qu'ils soient au rendez-vous de toutes les transformations du métier et du secteur du bâtiment. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'on a à ce niveau-là, chacun à notre niveau, notre contribution à apporter et que voilà, au-delà de l'action de la région, c'est bien le collectif qui permettra de répondre à tous ces enjeux d'attractivité. Merci et à disposition si des questions se font jour dans le chat. Oui, merci beaucoup Aurélie. Quelques remarques, mais peut-être une question. Sur la formation à destination des demandeurs d'emploi, la plupart des formations de nouveaux métiers ne permettent pas de faire valoir les acquis d'expérience et cela peut donner l'impression que les nouvelles opportunités sont pour ceux qui ne sont pas forcément du métier. Je ne sais pas si ça amène un commentaire de ta part, Aurélie. Pas forcément. Ouais, pas forcément. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Ça pose peut-être la question de l'orientation vers des nouveaux métiers, enfin vers un parcours professionnel qui se réoriente en ayant l'impression qu'on repart finalement à zéro. Peut-être que Hélène peut préciser sa question pour qu'on en comprenne bien le sens éventuellement à travers le chat. Je pense que en tout cas, alors peut-être je pense qu'en tout cas, les organismes de formation aussi et de prise en compte de l'expérience passée. Je pense qu'il y a aussi ces questions, enfin en tout cas, les questions d'individualisation des parcours. Voilà, les organismes de formation aujourd'hui sont quand même dans ces réflexions-là et de voilà, donc tout n'est pas forcément peut-être parfait sur en tout cas, voilà, mais je pense qu'en tout cas, il y a vraiment ces pratiques-là aujourd'hui qui, voilà, de positionnement, de comment on adapte le parcours aussi en fonction du vécu de chaque personne. Et en tout cas, ces enjeux d'individualisation des parcours sont assez fortement portés dans le cadre, voilà, des programmes de formation développés par la région. Merci Aurélie. Quelques autres remarques que je vous inviterai à parcourir dans le chat. Vous retrouverez tout ça dans la restitution. Je vous propose qu'on passe tout de suite la parole à Audrey Ferreira de Q pour
suite à ce propos introductif d'Aurélie, qu'on aborde la question plus spécifique de l'attractivité en lien avec les métiers du bâtiment durable tels qu'ils ont été définis dans le cadre du CMQ Bâtiment durable Bretagne. Et Audrey, je vous laisse partager votre document et nous faire part des premiers éléments de conclusion de cet état des lieux. Bonjour à tous, merci beaucoup Rémi. Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, c'est parfait. Ok, super. Donc très rapidement déjà pour me présenter, donc je suis Audrey Ferreira, consultante senior chez Q. Donc Q, on est un cabinet de conseil et on a notamment un pôle spécialisé études. Et on travaille notamment beaucoup avec les OPCO et les organisations professionnelles en région et aussi au national. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a participé à ce sujet avec le CMQ Bâtiment Durable et l'ensemble des membres du COPIL, dont Bâtilab, dont la région, dont les organisations professionnelles du bâtiment. Je reviens à une remarque qui était... Est-ce que vous pouvez juste basculer en plein écran pour que ce soit peut-être encore plus confortable? Ah, pardon, vous ne voyez pas en plein écran, excusez-moi. Je vais le mettre en plein écran. Pourquoi ça ne veut pas s'afficher? Excusez-moi. Est-ce que là, vous le voyez en plein écran? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Je regarde juste. Ok, super. Je voulais juste m'assurer que ça tournait bien. Je voyais une remarque dans le chat qui était aussi liée à la génération climat, et c'est vrai que pour rendre attractifs les métiers du bâtiment, prendre en compte cet impact de durabilité, de construction durable, c'est très important. Et c'est là que le CMQ peut être une réponse, peut être un levier d'attractivité. Donc moi, comme sur notre analyse, on s'est beaucoup focalisé sur les 4 domaines du CMQ. Je voulais juste vous mettre quelques mots-clés de quoi on parle quand on parle du domaine écomatériaux et modes constructifs innovants, du numérique et du BIM, qu'il faut distinguer des technologies émergentes, voire très émergentes, parce qu'on aborde la question des drones, des exosquelettes, de l'impression 3D, qui sont finalement des concepts dont on entend beaucoup parler, mais concrètement, est-ce que sur les chantiers, sur les interventions, ils sont mis en place? Pas forcément. Et enfin aussi le domaine 3 qui est la rénovation énergétique et aussi les usages, parce qu'on en a beaucoup. En fait, notre étude, elle se base à la fois sur de l'analyse de la donnée publique pour capter l'offre de formation, mais aussi sur la conduite d'entretien qualitatif qu'on a eu avec plusieurs chefs d'entreprise, RH et professionnels en Bretagne, qui nous expliquent un peu toutes leurs problématiques. Et sur la rénovation énergétique, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont mises en œuvre, mais il y a aussi des éléments de pédagogie à avoir sur les usages pour mieux vivre le bâtiment et donc respecter aussi l'ensemble des éléments de construction. Donc, le contexte de notre intervention NoQ et qu'est-ce qu'on va vous dire ce matin? En fait, nous, on avait 3 missions. Une première, et on va revenir plus en détail dessus, c'était de cartographier l'offre de formation qui existe sur ces 4 domaines que je viens de vous présenter. C'était pas de faire un recensement global de l'offre de formation en Bretagne sur les métiers menant au bâtiment, c'était vraiment de se focaliser sur ces 4 domaines. Cette cartographie, on l'a fait en utilisant plusieurs sources de données, dont celle du Greffe Bretagne qui recense l'offre de formation existante sur le territoire. On s'est aussi servi des bases RS-RNCP, donc toutes les certifications qui sont enregistrées auprès de France Compétences, et d'autres bases complémentaires pour essayer d'être exhaustive dans notre cartographie de l'offre de formation, ce qui permet en fait de mettre en avant aussi un ratio entre les formations qui existent actuellement dans les métiers du bâtiment et celles qui prennent effectivement en compte à minima un de ces 4 domaines dans leur module de formation. Donc, on a vraiment essayé au plus finement possible, quand l'information était disponible pour nous, d'analyser les modules et de voir en quoi il y a une sensibilisation, par exemple, à l'écomatériaux, au BIM, au numérique. Est-ce qu'il y a des modules de rénovation énergétique? Donc, c'est vraiment du travail qu'on a fait sur l'ensemble des formations recensées.
Ensuite, par rapport à cette offre de formation qui existe, on s'est demandé quels étaient les besoins en compétences, et notamment les besoins en compétences émergents, parce que les 4 domaines que je vous ai présentés précédemment sont vraiment finalement des domaines assez émergents dans la construction, c'est-à-dire que on commence à prendre le pli, mais c'est quand même c'est encore en phase de développement, et donc du coup c'était de se dire ok, cette offre existe et quels sont les besoins en compétences derrière. Et enfin, ça je reviendrai pas forcément dessus aujourd'hui parce que ça a été en plus abordé par Aurélie, mais nous le travail qu'on a également mené, c'était un travail de recensement des actions qui existaient en termes d'attractivité sur différents secteurs, pour voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mutualisables d'un secteur à l'autre, quelles sont les actions qui fonctionnent. Donc c'est vrai qu'on voit que le secteur du bâtiment, il y a quand même un bel écosystème autour qui essaye de valoriser les métiers et de les rendre attractifs. Et on se rend compte aussi des fois qu'il y a une multiplication de contenus qu'il faut aussi s'approprier pour communiquer dessus et donner à voir la réalité des métiers du bâtiment. Donc, dans un premier temps, je vous propose, en fait, on a distingué dans notre étude la formation initiale et la formation continue. Donc, il faut savoir qu'au global, menant en bâtiment, il y a plus de 150, dans le métier du bâtiment, il y a plus de 150 formations qu'on a recensées. Et après, ce qu'on s'est dit, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, est-ce que oui ou non, cette formation prend en compte au moins un des 4 domaines. Donc, sur les plus de 150 formations recensées, on en a 26 qui prennent en compte l'un de ces 4 domaines. Et le domaine qui est le plus représenté dans ces formations initiales, c'est-à-dire en termes de modules de formation, c'est la rénovation énergétique et les usages. Donc, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de lieux, c'est-à-dire, en fait, le distinguo entre les 26 formations initiales et les 55 lieux, c'est-à-dire qu'il y a certaines formations type BTS, type Bac Pro, etc., qui sont forcément dispensées dans d'autres lieux. On voit que c'est globalement bien réparti sur la région Bretagne, et ce qui est assez intéressant, finalement, comparé à une analyse globale de l'offre de formation, on se rend compte que quand on est sur ces 4 domaines de formation spécifiques, de fait, les niveaux de qualification sont plus importants parce que il y a une certaine technicité à maîtriser, et donc on n'est pas sur des niveaux de formation, des niveaux de qualification qui peuvent être autour du BEP, du CAP. Là, on est plutôt sur un niveau de formation bac sur ces formations recensées. Et on se rend compte également, et ça c'est beaucoup ressorti dans les entretiens qu'on a pu mener, c'est que la plupart de ces formations, elles ouvrent leur cursus à l'alternance. Et par rapport à ce que je vous disais sur la technicité des compétences pour faire de la rénovation énergétique, pour utiliser des écomatériaux, en fait, c'est qu'il y a besoin de cet aspect pratico-pratique de voir comment faire de manière opérationnelle. Donc, c'est pour ça que la voie de l'alternance, qui de toute façon est quand même assez privilégiée, même, en fait, le compagnonnage, finalement, c'est aussi un peu ça. Dans le domaine du bâtiment, elle l'est particulièrement sur ces domaines-là. Par rapport aux thématiques qu'on a pu recenser sur ces 26 formations initiales, on se rend compte par rapport aux domaines, c'est des mots-clés que je vous ai mis pour essayer de faire ressortir les principaux constats. En fait, par exemple, sur les écomatériaux, ce qui se fait actuellement, c'est vraiment le bois. Le bois, c'est démocratisé. En revanche, c'est vrai que sur les autres types d'écomatériaux existants, il n'y a pas encore de module de formation initiale qui existe. À la limite, sur la maîtrise des écomatériaux, on voit plus leur utilisation dans la rénovation énergétique, c'est-à-dire par exemple sur l'isolation avec de la laine de chanvre. Ça, c'est des choses qui existent, mais dans l'utilisation des écomatériaux dans le bâtiment, c'est vrai que pour l'instant, en termes de formation, on est plutôt sur le bois. Alors même que les entreprises, et c'est là tout le delta entre l'offre et la demande, les entreprises aimeraient aussi se mobiliser vers d'autres matériaux, mais donc encore faut-il que l'offre de formation s'adapte à ces besoins pour que les jeunes et les moins jeunes dans la formation continue puissent aussi s'approprier ces écomatériaux-là. Sur le numérique et le BIM, on est beaucoup sur la maîtrise d'outils numériques qui ne sont pas forcément liés à 100% au BIM, et ça commence à émerger la domotique, mais c'est vrai que c'est encore au stade de l'émergence. Par rapport au numérique et au BIM, je vous parlais notamment du besoin peut-être des entreprises de se former vers d'autres types de matériaux. Sur le BIM, les retours principaux qu'on a eus, c'est que c'est quand même quelque chose qui est encore, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, il a du mal à se développer quand même au sein des entreprises. Il faut savoir qu'on est majoritairement sur des entreprises petites ou moyennes, et donc du coup ça nécessite aussi un vrai changement en fait d'organisation du travail. Et donc c'est vrai que pour l'instant, même au sein des entreprises, c'est peu développé. En tout cas, c'est ce qu'on a pu
dont on a pu s'apercevoir lors des entretiens. Sur la rénovation énergétique, on a vraiment des sujets, et ça, c'est plutôt bien inscrit dans les, c'est bien inscrit dans les modules de formation. C'est tout ce qui est lié à la performance énergétique. Et également à l'isolation qui se fait de plus en plus, notamment grâce aux écomatériaux. Et enfin, sur les technologies émergentes, donc là, je vous citais en introduction, drone, exosquelette, impression 3D. Donc ça, c'est pas des choses qu'on retrouve actuellement dans l'offre de formation initiale. C'est pas non plus des choses dont les entreprises se saisissent de manière générale. Mais on a plus des choses dans ce domaine-là par rapport aux formations recensées qui sont liées à la prise en compte de l'économie circulaire via des outils qui permettent de mesurer l'efficacité énergétique, qui sont liés aux techniques de recyclage des matériaux. Mais c'est vrai que sur l'aspect purement technologique de technologies émergentes en tant que telles, ça n'apparaît pas en formation initiale. En revanche, c'est des sujets qu'on va plus retrouver sur la formation continue. Je ne sais pas si vous voulez que je m'arrête, s'il y a des questions pour la formation initiale ou si je poursuis sur la formation continue. Je pense qu'on peut poursuivre. Audrey, il y a une remarque. Donc il y a quelqu'un qui pose une question qui est un peu plus en lien avec son parcours personnel. On propose qu'on ne traite pas forcément dans ce cadre-là, mais on pourra revenir vers lui. Isabelle Corguillet de l'Adréal nous cite la formation ambassadeur matériaux biosourcés et terre qui est dispensée par l'Adréal et qui peut être citée. Alors en effet, c'est une formation physique, mais qui rentre pas forcément dans le cadre de la formation initiale, je pense. Et une ok, super. Je poursuis du coup sur la formation continue. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions. Donc, côté formation continue, en globalité, quand on a fait le recensement des bases, on avait plus de 600 formations sur l'ensemble. Enfin, quand on a fait notre référencement pour les métiers du bâtiment, on est à plus de 600 et on a quand même 254 formations qui abordent l'un des quatre domaines et on a recensé 125 lieux de formation par rapport à la dispense des formations recensées. Avec ici, c'est un peu moins bien réparti, mais c'est parce que le nombre aussi est plus important. Une majorité d'OF ou de centres de formation qui sont localisés en Ille-et-Vilaine et plus proche aussi de Rennes notamment, mais ce qui peut aussi paraître assez logique par rapport à votre territoire. Sur ces formations, on a encore une majorité qui prend en compte le domaine, la rénovation énergétique et les usages. Voilà, ce qui est en fait finalement l'un de nos principaux constats, c'est que par rapport aux quatre domaines, écomatériaux, numérique et BIM, technologies émergentes, c'est vraiment le domaine de la rénovation énergétique qui se démocratise le plus et qui est le plus présent actuellement dans les offres de formation. C'est lié à plein de facteurs en fait. Il y a aussi eu de grands efforts, des efforts financiers aussi pour pousser à la rénovation énergétique. Donc l'offre de formation peut également s'adapter à ces besoins-là et à ces attentes-là des entreprises. Donc c'est quelque chose qui peut s'expliquer, mais qui tend aussi à montrer un constat qu'il faut aller plus vers de l'écomatériaux, peut-être plus vers du numérique et du BIM, et aller un peu plus loin aussi sur les technologies émergentes. Par rapport à ces formations, en fait, ce qui est intéressant de voir dans les formations continues, parce que c'est aussi ce qui intéresse les professionnels qui peuvent se dire bah oui, je vais sur cette formation, c'est de savoir si elles sont certifiantes. Il y en a 143 sur les 254 formations qu'on a recensées qui le sont, et encore une fois certaines qui proposent la voie notamment de l'alternance et des contrats de professionnalisation qui permettent également à une personne de se professionnaliser et d'aller directement sur le terrain. Si on va dans le détail des thématiques recensées, ici, on arrive à avoir des choses qui vont un peu plus loin que la formation initiale, avec sur les écomatériaux le bois, mais aussi la chanvre et la terre. En Bretagne, on nous a parlé d'autres types d'écomatériaux, mais c'est vrai que c'est ceux-là qui ressortent le plus dans l'offre de formation. Sur le BIM, on a des modules de formation continue qui permettent de se former au BIM et à ces logiciels. Sur la rénovation énergétique et les usages, donc là on est encore tout ce qui a trait à la domotique et au système connecté est vraiment plus valorisé sur la formation continue. Encore une fois, tout ce que je dis là, c'est finalement assez normal parce que on se rend compte que
la formation continue peut plus facilement aussi s'adapter aux besoins. Et en fait, il y a eu aussi toute une refonte avec la formation professionnelle qui a aussi poussé les OF, notamment ceux qui proposent et branches qui proposent des formations certifiantes, à refonder aussi un peu leur référentiel avec des nouveaux blocs de compétences. Donc toute cette logique-là, je pense, a permis aussi que les choses évoluent. Et donc on s'en est rendu compte en analysant les modules de formation à notre disposition. Et enfin les technologies émergentes. Donc là on a tout ce qui est lié encore une fois au système connecté, sans vraiment je crois qu'il y a 2-3 formations sur le pilotage de drones, sur l'impression 3D, on n'en a pas recensé. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont encore qui sont peu dispensées par les OF et centres de formation sur ces thématiques-là. Est-ce que je poursuis par rapport... Alors, il y a peut-être une question qu'on peut traiter tout de suite, Audrey. Il est demandé sur le champ des écomatériaux, est-ce que vous avez ressenti un besoin de formation spécifique à chaque filière, chanvre, terre, paille ou autre, ou plutôt des besoins de formation plus généralistes qui aborderaient les écomatériaux dans leur globalité? Alors, je pense qu'il y a des entreprises je pense que ce serait plutôt par filière, parce qu'en tout cas, il y a des entreprises qui sont déjà positionnées sur un type de matériau et qui aimeraient se perfectionner dessus. Donc, en général, en tout cas, nous, celles avec qui on s'est entretenu, avaient déjà un positionnement, par exemple, sur le bois, sur le chanvre, etc., et auraient voulu une formation spécifique sur ce type de filière. Après ça, je pense que ça peut être bien pour aussi, sur l'ordre de formation continue, typiquement, moi, ça me semble répondre à un besoin de faire des formations spécifiques. En revanche, je pense que sur tout ce qui est lié à la formation initiale, ce serait intéressant de tout couvrir, parce qu'on voit qu'actuellement, il y a que le bois, entre guillemets, qui est couvert, et ça peut aussi permettre à des personnes en formation de se dire plus tard d'aller vers tel et tel matériau. Donc je pense qu'en fait les deux besoins existent et qui peuvent répondre justement à des publics différents, parce qu'en fait, et aussi après il y a tout un tas d'entreprises qui ne vont pas vers les écomatériaux parce qu'elles ne les connaissent pas. Donc je pense que cet aspect formation, répondre à un besoin global de construire avec des écomatériaux, c'est un besoin, et de répondre à des besoins opérationnels d'une entreprise qui veut se positionner sur le chanvre, sur le miscanthus, sur la laine, sur la terre. Il faut aussi lui permettre d'avoir cette formation très ciblée. Donc je pense que les deux sont intéressants. Il y a une autre remarque, en formation continue sur les CAP bâtiments, il y a des modules d'initiation au BIM pour les stagiaires. On peut peut-être expliquer la manière dont on a travaillé, Audrey, sur à un moment donné, on a opéré un choix en disant là, on a bien identifié une formation qui rentre dans le cadre de l'étude ou qui n'y rentre pas. Et pour y rentrer, il s'agissait qu'il y ait… alors, on n'a pas utilisé un élément quantitatif de nombre d'heures de formation, mais il s'agissait qu'il y ait une partie significative de la formation qui soit vraiment dédiée à l'une des 4 thématiques pour qu'on puisse la recenser dans ce cadre-là. Et de fait, on a exclu les modules juste de sensibilisation ou d'initiation. Alors, pour autant, il faudra peut-être ajuster, donc n'hésitez pas à nous faire part le moment venu de ce qui se passe dans votre établissement, de ce que vous avez identifié de votre côté. On pourra évidemment amender le travail qui a été fait avec ces éléments-là. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y avait plusieurs formations où on disait sensibilisation à telle ou telle technique qu'on n'a pas forcément pris en compte. Et après, encore une fois, nous, la lecture, c'était une lecture principalement des référentiels de certification, des formations assez larges. Après, on n'a pas toujours à notre disposition les plaquettes des OF, et sur les 254 formations, par exemple, on n'est pas forcément allé dans le détail. C'était vraiment, est-ce qu'il y a des modules spécifiques avec une durée significative? Je me permets d'avancer peut-être parce que je vois que le temps tourne. L'idée, c'était ensuite, en fait, notre première mission, cartographier cette offre de formation, et donc du coup arriver à avoir un panorama de ce qui existe, de l'offre qui existe, et derrière de se dire de quoi les entreprises ont besoin. Actuellement, les entreprises, elles s'interrogent beaucoup sur
comment répondre aux enjeux de la transition écologique, comment répondre aux enjeux de la transition numérique. Ça, c'est des choses qui existent depuis quelques années maintenant, mais c'est vrai, et c'est un vrai sujet d'attractivité, les entreprises du bâtiment ont de plus en plus à cœur, surtout sur le domaine de la construction durable, de prendre en compte ces éléments pour aussi attirer les jeunes. Et de toute façon, des fois, c'est même les jeunes qui, arrivés dans une entreprise, vont questionner les pratiques plus traditionnelles, entre guillemets, pour se dire, est-ce qu'on pourrait pas tendre à et aller vers? Donc là, l'idée, c'est pas d'être exhaustif, hein. Vous pourrez certainement bientôt voir le détail de l'étude où on a spécifié les besoins en compétences. Mais en fait, il y a des principaux points. Il y a la performance énergétique et environnementale, tout ce qui est lié aussi, parce que c'est de la connaissance théorique, aux normes environnementales, et tout ce qui est lié aux innovations très très larges avec les procédés et les matériaux biosourcés, et aussi tout ce qui est lié à la domotique. En fait, finalement, ça couvre pas mal de métiers qui vont peut-être même des fois au-delà de la construction, sur une meilleure maîtrise de la consommation énergétique. Mais tout cela est rendu possible si à la base les fondations ont bien été faites, entre guillemets. Et sur la transition numérique, donc ça, à titre personnel, je pense que la transition écologique, il y a une réelle envie, et les entreprises veulent vraiment aller loin sur ce terrain-là. Sur la transition numérique, les choses, on pourrait paraître plus simple, mais en fait, elles sont peut-être un peu plus compliquées. C'est que, il y a une différence aussi entre maîtriser son téléphone sur quelques applications et vraiment maîtriser en tant que tel les logiciels. C'est des choses qui sont quand même finalement assez techniques. Voilà, on a une anecdote de quelqu'un qui me disait, déjà, moi, si mes salariés arrivent à me faire un compte rendu sur leur smartphone de l'intervention, je suis content. Donc, c'est vrai que quand on pousse à aller au BIM, au logiciel, etc., je pense que là, il va falloir vraiment des formations techniques pour aller vers. C'est pas parce qu'on est une génération plus jeune, plus numérique, qu'on va forcément maîtriser ces logiciels-là. Donc, il y a un vrai enjeu pour les entreprises à ce niveau-là. Donc là, de manière très synthétique, et je répondrai peut-être aux questions s'il y en a, parce que je vois qu'on approche de la fin. Pour nous, les principaux besoins en compétences sur lesquels il faut vraiment s'attacher à ce que l'offre de formation réponde, c'est de manière globale, quels sont les écomatériaux qu'on peut utiliser. En termes de territoire, il y a des matériaux qui sont très présents et il faut aller vers ça, et il faut voir comment les utiliser. Et donc, avant tout, c'est les faire connaître. Donc ça, c'est sur ce domaine 1, c'est ce qui nous semble le plus important. Sur tout ce qui est lié au numérique et au BIM, c'est ce que je disais, si on veut utiliser du BIM, c'est vraiment donner les moyens à chacun, parce que le BIM, c'est quand même censé être quelque chose de collaboratif, donc d'intervenir sur la maquette et donc de lui expliquer. Et surtout, il faut opérer quelque chose de se dire, oui, ça va nous faire gagner du temps à terme, et donc oui, il faut qu'on nous donne les moyens d'aller vers. Sur la rénovation énergétique, c'est tout ce qui est lié aux solutions innovantes de l'enveloppe du bâtiment, au réseau de chaleur, à l'énergie solaire. Il y a beaucoup de choses qui se développent par rapport à ça. Et avec le contexte actuel aussi de tous les enjeux énergétiques, je pense qu'il y a vraiment aussi des efforts à faire là-dessus. La prise en main d'objets connectés, tout ce qui est lié au développement des smart cities, ça va beaucoup se développer. Et je pense qu'en termes de formation, il faut anticiper maintenant pour pouvoir aussi, et ça permet aussi de rendre attractifs ces métiers-là, parce que tout ce qui est lié à la smart city, aux objets connectés, ça peut donner envie d'aller vers ces métiers. Et sur les technologies émergentes, donc là pour moi c'est le domaine où on est un peu plus prospectif, mais c'est vrai que il faudra bientôt se saisir des exosquelettes, de l'impression 3D, de la réalité virtuelle. Et pour moi là sur la technologie émergente, c'est vrai que focus peut-être premier à économie circulaire et tout ce qui est lié aux lignes construction, c'est-à-dire vraiment travailler de manière collaborative ensemble pour réussir à améliorer la performance et à réduire autant que possible l'impact environnemental sur les constructions. Voici pour la petite synthèse. Merci beaucoup Audrey. Il nous reste 5 minutes, alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je regarde ce qui se dit dans le chat. Alors, une question sur la disponibilité des formations identifiées en Bretagne. Alors, en tout cas, sur le champ des 4 domaines là, qui ont été décrits, tout cela sera évidemment partagé de façon beaucoup plus détaillée et exhaustive. Alors, je profite de votre question pour vous annoncer que on vous donne rendez-vous le 1er juillet prochain à Lorient, à l'UBS de Lorient, pendant toute la matinée, pour partager toutes les conclusions de cet état des lieux. Donc, Audrey Ferrat sera présente et pourra nous détailler tout cela dans un temps un peu plus
adaptées. Et ça sera également l'occasion pour vous toutes et tous de réagir sur cet état de lieu, de donner votre sentiment, de l'amender, d'apporter des éléments complémentaires pour en faire véritablement un outil de diagnostic partagé sur ces questions-là. Et ce qui ressortira de cette matinée sera un socle de travail pour développer ensuite des outils très concrets en faveur de l'attractivité des métiers en lien avec ces 4 domaines-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat? Alors c'est plutôt une remarque qui nous vient des CERT Promodule INEF 4, une fondation qui œuvre aux transitions énergétiques, environnementales et numériques du bâtiment, avec comme mission la montée en compétences de la filière. Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, on relaie en effet toutes les initiatives et les appels à projets qui sont portés par cette structure, qui précise qu'ils mettent en accès libre et gratuitement des outils sur leur site web, dont vous trouverez le lien sur le chat. Ben écoutez, si il n'y a pas d'autres réactions ou d'autres questions, non. Ben écoutez, à ce moment-là, on va conclure. D'abord en remerciant Aurélie Golin et Audrey Ferreira pour vos interventions respectives et pour nous avoir partagé tout cela. Je pense qu'on a bien compris que la problématique de l'attractivité, elle est très clairement commune à beaucoup de filières, mais que les réponses à y apporter doivent être spécifiques, qu'elles doivent être concertées, construites collectivement. Et donc, on s'attachera notamment dans le cadre du CMQ bâtiment durable à contribuer à cela à travers des temps de travail tels que je l'ai annoncé tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de vous sur la diffusion de ce webinaire si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos collègues ou de relations. Et puis, on vous donne rendez-vous le 1er juillet à l'UBS de Lorient pour poursuivre les échanges sur toutes ces questions-là. Merci à vous tous pour votre participation, pour votre présence ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.